Bon, maintenant, vous connaissez bien Monsieur Guy Savoy. Je voulais vous dire donc, on va poursuivre cette journée sur une question fermée, mais on va tâcher de l'ouvrir, sur un concept qu'on a un petit peu abordé quand même tout au long de la matinée, qui est cette histoire d'art et science. C'est quoi le rapport entre l'art et la science? La cuisine est-elle un art ou une science? Toute une aventure qu'on va donc décliner aujourd'hui. Je voudrais juste saluer le fait qu'il y a un an pile, moi j'étais ici aussi, on parlait de cuisine du monde, et là on a appris que Guy Savoy faisait son entrée à l'Académie, en tout cas qu'il était élu à l'Académie des Beaux-Arts. J'ai sauté de joie en me disant enfin. Ma première réaction, ça a été ça, enfin la cuisine à l'Académie des Beaux-Arts. Donc juste préciser que c'était aujourd'hui, donc c'est un anniversaire. Bon, Guy Savoy, on l'a même vu en culotte courte, donc maintenant on le connaît bien. Donc chef cuisinier. Il va falloir montrer la photo à Yves Agide pour qu'il puisse découvrir. Donc Guy Savoy, chef reconnu internationalement, bien connu, une figure, un plat, des plats emblématiques, comme votre voisin presque, Régis Marcon, chef cuisinier également, à Saint-Bonnet-le-Froid. Alors on est à la lisière entre la Haute-Loire et la Haute-Ardèche. On a parlé longuement de champignons pendant le déjeuner. Vous êtes un chef cuisinier passionné également, 47 ans. J'ai cru entendre déjeuner déjà. Pour les maisons Marcon, aujourd'hui, vous travaillez avec vos fils. Après, en préparant cette table ronde, je me suis dit quand même, il y a une académie qui a dû se mordre les doigts, c'est l'Académie des sciences, qui a dû se dire, mince, on a raté une bonne occasion d'élire Guy Savoy avant les Beaux-Arts. Voilà, Yves Agide, qui est là, aurait bien aimé. Donc, Yves Agide, neuroscientifique, neurologue, qui pourrait d'ailleurs discourir longuement avec Colline Serrault autour du goût et de la notion du goût et des cerveaux et de nos ressentis. Donc Yves Agide qui est donc là aujourd'hui et qui aurait soutenu donc très largement la candidature de Guy Savoy à l'Académie des Beaux-Arts. Et puis nous avons un local de l'étape aujourd'hui en la personne de Bruno Loriou, fin connaisseur de la cuisine, de l'alimentation, de l'histoire de l'alimentation à travers les âges, et qui est, je crois, président de l'Institut européen de l'histoire des cultures alimentaires, qui nous reçoit et qui organise donc ces journées Rabelais pendant 3 jours. Je me présente en 2 mots, je suis journaliste à RFI, Radio France Internationale, et j'ai une émission qui s'appelle Le goût du monde. Parce que la dernière fois, on m'a dit oui, mais on ne savait pas qui vous étiez. Maintenant, vous savez. Donc, on est tous à égalité. Alors, je voudrais juste reparler d'une citation qui a été évoquée déjà plusieurs reprises depuis ce matin. C'est celle qui se trouve en lettres fluo à l'entrée de votre restaurant, Guy Savoy, et qui dit donc, je vous laisse me le dire, ou je le dis pour vous. La cuisine est l'art de transformer instantanément en joie des produits chargés d'histoire. Pourquoi instantanément? La cuisine, c'est... Alors oui, on va... Oui, donc la cuisine... Oui. La cuisine est l'art de transformer instantanément en joie des produits chargés d'histoire. J'ai voulu opposer l'instantanéité de la cuisine, le concret de la cuisine. C'est tout à l'heure Colline nous a parlé du virtuel et des langues de chat, en fait. Je raconterai les langues de chat plus tard. Non, mais oui, je voulais opposer cette instantanéité que je qualifie de magique de la cuisine. On fait passer les produits de l'état de comestibilité à l'état de plaisir, mais qu'avec des produits qui ont une longue histoire. Ils ont l'histoire de leur espèce, de leur variété, et puis leur histoire individuelle. La carotte, elle a l'histoire de l'espèce, quoi, de la variété. Et puis après, chaque carotte a sa propre vie. Et tout ça sur plusieurs siècles, ou pour l'individu carotte, plusieurs semaines en tout cas. Et nous, il ne nous faut pas plus de quelques minutes pour la transformer. Et si on la transforme en joie, c'est réussi. Voilà. J'avais presque envie de dire que dans cette phrase se situe toute la problématique de cette table ronde. Transformation, ouais. Histoire, le produit, la terre, la science. Mais j'avais pensé à cette table ronde déjà. Ah voilà, c'est pour ça. Donc il va falloir quand même parler, parce que l'autre idée, c'était aussi d'évoquer cette langue de chat. Parce que dans cette transformation, il y a l'histoire de la langue de chat. Et donc, est-ce que vous pourriez nous raconter brièvement cette histoire? Parce oui, que effectivement, elle est terriblement touchante. À l'époque, on n'allait pas à l'école le jeudi, un jeudi après-midi où la météo était très, très mauvaise. Ma mère me propose de faire des langues de chat avec elle. Donc, je suis assez surpris, surtout que je la vois prendre du sel. Déjà, je dis, mais mettre du sel dans un biscuit sucré, je trouve ça bizarre. Après, elle met un peu de sucre,
peu de farine, du beurre, des blancs d'œufs. Tous ces ingrédients pris séparément sont sans grand intérêt. Elle les mélange, elle obtient une pâte qui est ni épaisse ni liquide. Elle met ça dans une poche à douille et je la vois faire des tout petits boudins sur une plaque qu'elle a préalablement beurrée. Donc, jusque-là, je me disais quand même... bon, oui. Et puis alors, elle met cette plaque au four. À l'époque, les fours n'avaient pas de vitres, donc elle me charge de surveiller la cuisson. Donc, bien sûr, très impatient, j'ouvrais cette porte sans arrêt. Je vois ces petits boudins s'aplatir. Au bout de quelques minutes, prendre une couleur brune. En même temps que la couleur brune s'intensifiait, l'odeur devenait très, très agréable, c'est-à-dire embaumait toute la cuisine. À un moment, donc, elle vient vérifier, elle voit que c'est cuit, elle, avec une raclette, elle sort tous ces petits gâteaux sur la table de la cuisine. En effet, ça sent merveilleusement bon. Au bout de quelques secondes, c'est croustillant. Mais je me dis, mais la cuisine, c'est magique. Et je suis resté sur cette image de magie de la cuisine. Voilà. Ça, c'est les langues de chat, mais c'est quelques secondes pour des filets de rouget. Ou même un simple poulet. Un poulet, bon, en 1 heure, on l'a fait passer de son état de première mort à l'état de seconde vie. Et là aussi, ça sent bon. C'est appétissant, et puis on sait qu'on va se régaler. Donc voilà. Chaque plat, chaque assiette qui sort de la cuisine, j'ai toujours ce même émerveillement sur cette transformation magique des produits. Et c'est une admiration que vous partagez, Yves Marcon, j'imagine, très largement. Régis, pardon. Oui, forcément, parce que c'est notre quotidien. Et j'écoute bien sûr Guy attentivement, parce que en même temps que je l'écoute, on se remémore tous, qu'on soit cuisinier ou pas, de ses premiers souvenirs gustatifs ou des souvenirs d'un métier qu'on a choisi parce qu'on a vu telle ou telle personne l'effectuer. Moi, personnellement, quelqu'un qui n'avait pas... J'ai pas envie de faire la cuisine parce que... Vous étiez plutôt peinture, je crois, d'ailleurs. Enfin, oui, attiré parce par que d'autres arts. c'est ça. Vous parliez du domaine scolaire. Il y a des moments où on est prêt, il y a des moments où on n'est pas prêt. Moi, les seules matières où j'étais plutôt bon, c'était bien sûr l'éducation physique, l'histoire. Et puis, voilà, les métiers manuels, c'était l'avantage qu'on avait chez Sécuré d'avoir un peu de métier manuel. Et ça me donnait envie, quoi. Et de voir ma mère, puisqu'on était 7 de famille, où c'était douloureux, on est père de mon père, de voir ma maman pleurer au fourneau, parce que ça reste dans nos tripes, ça, de voir sa maman. C'est pas naturel. Et je dis, je ne ferai pas ce métier. Et quand je lui ai dit, écoutez maman, moi j'aimerais bien aller aux Beaux-Arts, pour moi c'était ce que j'avais envie de faire. Elle m'a dit, non, parce que tu ne nourriras pas, aller aux Beaux-Arts. Pour elle, c'était compliqué. Et c'est les premiers gestes de ce pâtissier, cuisinier à l'école hôtelière, où j'ai parti, pas contre mon gré quand même, mais ce n'était pas ma voie. Et de le voir, ses mains, son travail, tirer le sucre. Finalement, on revenait aux Beaux-Arts. Et ça vous donne envie. Donc, je t'écoute attentivement parce que je crois que ça reste tous dans la première recette, les choses qui nous restent dans la tête. Vous en parliez tout à l'heure. Forcément, c'est gravé, hein, c'est dans notre ADN. Des histoires qui vous forment, en tout cas. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'on en a parlé assez ce matin. J'essaierai de ne pas être trop long parce que quand on commence d'un sujet à l'autre, on part ailleurs, mais c'est indispensable, cette éducation au goût des enfants qu'ils ont quitté le sein de leur mère et dans les écoles, dans les cantines, à la maison, surtout à la maison, parce qu'à la maison, on parle des cantines, mais à la maison, avant tout, c'est de leur donner ces premières impressions pour qu'ils s'accaparent justement la nourriture comme quelque chose qui, non seulement bon pour la santé, mais ça, ils ne s'en aperçoivent pas, mais qui se l'approprient. Alors, vous allez parler d'école. On va parler d'école, bien sûr. Moi, j'aimerais revenir sur 2 choses que vous avez dit. Vous avez parlé de magie, Guy. On va parler un peu de chimie également, peut-être d'alchimie dans l'histoire. En tout cas, le cuisinier vu peut-être comme un alchimiste, comme un magicien peut-être parfois, et cette importance du geste, en tout cas un regard sur la cuisine au Moyen-Âge, qui était un art plutôt mécanique. Bruno Loriot. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, ça va ?
Est-ce que tout le monde entend bien? Oui, parce que j'ai pas une voix qui porte beaucoup. D'abord, je suis très heureux d'être là. Voilà. Sur ce débat qui me paraît en effet important. Art mécanique, oui, c'est une manière de classer la cuisine à partir du Moyen-Âge et qui va durer pendant assez longtemps. Mais je crois que le sujet, c'était art ou science, et il faut faire attention au sens des termes, en fait. C'est-à-dire que le sens d'art dans les périodes anciennes n'est pas du tout le sens actuel du terme. C'est-à-dire que art, ça vient, on va faire l'étymologie latine, désolé, hein. Art, ça vient d'ars, et ars, c'est la traduction latine de techné. En fait, ça veut dire une technique, avant tout. Et dans la philosophie ancienne, oui, on remonte un peu avant le Moyen-Âge, l'art, c'est au fond une discipline qui peut avoir une pratique, mais qui n'a pas de fondement théorique propre. Ces fondements lui sont fournis par une autre discipline qui, elle, est considérée comme la science. Ça, c'est la différence entre science et art. Bon, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des arts, et Oui. tu nous en as parlé ce matin, il y a des arts libéraux qui sont propres donc aux hommes libres, on va dire, hein, et qui sont des arts de la parole et du nombre, tu l'as dit. Noble, considéré comme noble. Enfin, noble, je sais pas, oui, au départ propre aux hommes libres. Et puis, il y a des arts, donc effectivement considérés comme plus liés au monde servile, au monde des esclaves. Là, je parle de l'Antiquité, hein, je ne parle pas du Moyen-Âge, qui n'est pas un moment d'esclavage. Donc, ces arts-là, ce sont des arts de la main, ce sont des arts du geste, et la cuisine va finir par entrer dans ces catégories, mais très, très lentement. Tu as dit ce matin qu'on ne la voyait pas au départ. En effet, au départ, elle est cachée derrière d'autres arts, la chasse et l'agriculture. Et petit à petit, au fur et à mesure, on va la voir émerger comme un art mécanique. Et c'est normal parce qu'on écrit des livres de cuisine en grande quantité au Moyen-Âge et encore plus après. Donc tout ça fait qu'il y a une émergence de la cuisine comme savoir évidemment pratique, qui joue sur le geste et la parole bien sûr, mais aussi comme savoir écrit. Et c'est ça qui va lui donner en quelque sorte un statut aux yeux des savants, hein. Qui va la sortir peut-être d'un regard un peu méprisant, en tout cas qui va la sortir d'une hiérarchie qui la placerait plutôt en bas. Voilà, c'est ça, qui peu à peu la promeut d'une certaine manière. Et on commence à voir apparaître des livres qui s'appellent livres de l'art culinaire, Libro de Arte Coquinaria par exemple, progressivement. J'étais un peu long, je suis désolé. Le geste, fondamental ce geste. Et on va retrouver peut-être un vocabulaire de la science quand on pense au geste. On pense à la précision, on pense à la manipulation, on pense à l'expérience. Dans vos métiers, qui sont l'art de la cuisine, quelle place a ce geste? Après, Yves, je vous donnerai la parole, bien sûr. Moi, je parlerai. Non, mais oui, bien sûr, le geste, parce qu'au-delà bien sûr, on parle de métier manuel, mais moi, je préférais parler de métier gestuel. Et nous, la sanction, elle est rapide, quoi, en cuisine. Si le geste n'est pas juste, dans le meilleur des cas, on se salit. Dans les cas les plus compliqués, on se coupe ou on se brûle. Donc, on est obligé d'apprendre très vite ce geste. Et ça, c'est donc la première phase, quoi. Même avant d'acheter les produits, il faut qu'on soit capable de tenir un couteau et maîtriser la température du piano. Donc ça, le geste est donc très très important. Et il doit devenir presque naturel, ce geste, en fait, pour Régis. C'est un sentiment que ce geste est mais c'est Léonard de Vinci qui disait ça, que le geste et la main devient le prolongement de l'esprit. Et forcément, les détails, c'est ce qui fait la perfection. Mais pour en revenir à ce que disait Guy, on pense
de nouveau à notre apprentissage, les premiers couteaux qu'on a pris. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai vu émincer à l'école hôtelière, je montrais vite à ma mère comment je faisais, puis je me suis fait un doigt tout de suite, parce qu'on était fiers de s'accaparer cette technique qui dure un certain temps. Et c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est pas la recherche au début, mais c'est ce qui va faire de rendre l'homme libre, ou la femme libre, justement, parce qu'on va acquérir des gestes techniques. Et j'aime bien faire par rapport au sujet, la science et l'art. Pour moi, la science, c'est les outils qu'on a en cuisine, outils manuels, outils, on s'intéresse, et de plus en plus, forcément, à la chimie, les cuissons, tout ce qui nous interpelle quand on cuisine, les transformations. En ce moment, je ne dis pas que c'est une mode, parce que ça a toujours existé depuis le début de l'humanité, mais la fermentation, par exemple, ça nous intrigue. Donc on y va. Ça, c'est l'outil. Et il est extrêmement important, cet outil, parce qu'il faut le prendre comme un outil pédagogique aussi. On est passé d'une pédagogie, je ne dis pas qu'on ne le faisait pas avant, mais tu as dû connaître ça, Guy. Tu fais ça comme ça, c'est pas autrement. Et c'est comme ça que ça se passe. On ne t'expliquait pas souvent le pourquoi du comment. Je ne sais pas comment tu le vivais, mais tu fais comme ça, c'est tout. Bon, voilà. Et on est passé, et heureusement d'ailleurs, grâce justement à ce qu'on apprend, les travaux qui ont été faits, puis s'intéresser soi-même à... On s'accapare le geste, mais on sait pourquoi on fait ce geste. Et quand vous avez un apprenti, un stagiaire, etc., tu fais comme ça, là tu fais cuire tel degré, mais pourquoi? On explique tout. Il y a l'accompagnement pédagogique. Là, pour moi, la science est extrêmement importante. Il faut vraiment le travailler. On le travaille de plus en plus dans les écoles hôtelières, mais c'est indispensable. Alors, le côté artistique, c'est la liberté pour moi. Parce qu'à un moment, on le vit tous, on ne s'intéresse même plus à la technique. Parce que qu'est-ce qui nous intéresse? C'est le cheminement de la recette, jusqu'où on va l'amener, jusqu'où on va amener notre brin de liberté qui va faire que, je ne dis pas qu'on sait mieux, mais on a cette expérience qui sait, tiens, je vais rajouter telle chose aujourd'hui, ou je vais enlever telle chose, ou ce produit est nouveau, je ne le connais pas, ou il arrive, c'est la saison. Et pour moi, c'est l'art à ce moment-là. L'art en général, on peut le mettre à toutes les sauces, mais ce qui fait, c'est que ce métier est jouissif en même temps. C'est ce qui en fait notre passion. C'est ce qui fait qu'on se lève le matin, on se dit, ouais, je vais essayer telle chose. C'est ce qui fait qu'on va partager aussi, parce qu'on va se lever, on dit, je vais faire telle chose, mais je vais peut-être en faire profiter à un jeune qui m'a posé la question hier. Franchement, on est dans un monde assez... Franchement, on vit quelque chose de partage qui est assez fort, non? Non, mais je pense qu'Oline l'a bien rappelé. Dans un monde de plus en plus virtuel, quand on a la chance de faire un métier où on est en permanence dans le concret, mais le concret instantané. La réaction. Parce que Jean-Michel, il fait du concret, mais il n'est pas instantané. Ça prend un certain temps. Il faut qu'il arrive à vaincre toutes les oppositions, à chaque fois qu'il y a un projet, tout ça. Donc, nous, je veux dire, dès qu'on prend la carotte, rien, il ne doit lui arriver que du bon à cette carotte. Donc, voilà, donc on est plus proche du théâtre, en fait, une unité de temps, de lieu et d'action. Et non, mais c'est ça. Et ça, c'est... Moi, aujourd'hui, ça fait 56 ans de métier. Alors, je ne vais pas jouer les vieux cons, mais à 2 journées en une, ça fait 112 ans de travail. Donc, c'est pas... Je ne sais pas si vous avez entendu, Régis a dit maintenant que tu es académicien, tu peux te le permettre. Oui. Non, mais c'est moi, ce qui m'a fait passer, j'ai pris conscience de ça, en fait, il y a très peu de temps, que on est tellement imprégné par ce concret et cette instantanéité, comme moi, je n'ai pas peur de dire aujourd'hui que je suis passé de l'état de passion à l'état d'addiction, parce qu'on ne peut pas s'en passer, en fait. On ne peut pas s'en passer de cette transformation instantanée. Et après, quand même, conséquence sublime, c'est que de l'autre côté de la cloison, c'est-à-dire dans la salle à manger, des convives tout aussi instantanément vont déguster ce qu'on a préparé.
Encore une fois, c'est magique, je suis désolé. Je vais me dire... Mais on est tous d'accord pour dire que c'est magique. Mais alors l'avantage, c'est qu'il peut y avoir un peu de science dans cette magie, ce qui nous permet de reproduire parfois justement les langues de chat. On sait pourquoi elles ont gonflé dans le four. C'est tout un... Et idem pour le geste. Le geste, une fois qu'on l'a acquis, c'est comme en musique, quand on connaît ses partitions et qu'on connaît bien son instrument, on peut jouer et on peut créer. Comme le vélo, absolument. Comme le vélo, comme tout. Donc on est dans les ressorts de la création. Et là, je me tourne vers vous, Yves, Agide. La création, quels sont les moteurs de cette création et par rapport à la science, si on devait faire des parallèles en termes... Et là, on va retrouver des vocabulaires un lexique un peu semblable aussi. On va avoir de la découverte, de l'innovation. Il y a un micro juste devant vous, je crois qu'il marche. Je voudrais dire, rebondir sur ce que vous disiez qui est très important, parce que tout ce que vous avez dit sur le geste, eh bien, on sait parfaitement comment ça se passe là-dedans. Et ce geste, c'est un comportement pour vous qui est devenu complètement automatique. Pourquoi ? Parce que vous l'avez appris et surappris. Et tout ça devient automatique. Et c'est les structures cérébrales qui sont responsables de cette gestualité automatique, contrôlée. Elle peut être contrôlée. On connaît parfaitement les systèmes qui sont responsables de ça. Et pendant que vous avez, vous, ces activités automatiques, en même temps, vous désengagez votre cerveau et vous êtes libre pour innover et pour créer. C'est ce qui se passe pour le pianiste. D'ailleurs, moi, je donne souvent l'exemple du pianiste qui, évidemment, il ne dit pas « Tiens, je vais faire un Do, maintenant, je vais faire un La après, etc. » Tout ça est appris, surappris. Il le fait 6 heures par jour. Toi, vous le faites aussi à longueur de journée. Par contre, c'est lui qui va mettre le ton, qui va donner le sentiment, qui va donner de l'art à tout ça. Voilà. Et ça, c'est le reste du cerveau qui est propre à l'homme, à Homo sapiens. D'ailleurs, c'est quelque chose qui se trouve tout à fait à la partie entière du cerveau, un tiers du cerveau à l'avant, que seul l'homme a par rapport aux autres animaux. Moi, je fais cette petite remarque pour montrer qu'il y a un lien entre l'expérience magnifique que vous nous avez donnée et ce qu'on sait de la science du cerveau. Alors oui, science, c'est un magnifique sujet que vous avez, la science et art. Alors, il faut savoir ce que c'est que la science. C'est quoi la science ? La science, le mot scientia, ça vient de connaissance, n'est-ce pas ? Donc, c'est la mise en jeu de toutes les connaissances pour approcher le vrai. C'est très important de savoir ça, parce que ça évite les opinions stupides qu'on entend, les fake news qu'on entend à longueur de journée. C'est-à-dire que quand vous avez une opinion, il faut qu'elle soit quand même repose sur des faits validés, consensuels, jusqu'à un certain point. Il n'y a pas de vérité absolue. L'art, c'est très difficile à définir. Moi, je me dis que l'art, c'est s'accommoder du beau, c'est essayer de trouver le beau par tous les moyens, par tous les sens que vous avez décrits tout à l'heure. Voilà, alors si on a ces idées-là, je voudrais revenir sur ce que vous dites, parce que vous, comme Guy, vous êtes quand même des personnages exceptionnels, comme certains qui sont là aussi d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que vous êtes des artistes. Donc, les artistes, c'est quoi ? C'est des gens qui sont capables de créer. C'est la créativité. Alors, la créativité, qu'est-ce que ça veut dire ? Créer, ça vient de croître, du mot croître. Mais ça veut dire c'est faire du nouveau, c'est faire autrement. C'est ce que vous avez dit le matin, vous avez une idée. C'est faire autrement, c'est faire différemment. Mais ce n'est pas suffisant pour créer. Il faut que ça soit original, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit singulier, que ça apporte une solution qui n'a jamais été obtenue jusqu'à présent. Il faut une autre chose qui est très importante, qui était sous-jacent à vos propos, c'est la valeur. C'est-à-dire qu'il faut que ça ait un sens. Moi, je donne souvent l'exemple de la valeur, par exemple, en peinture. Il y a des petites valeurs. Moi, j'aime bien les peintres du dimanche, vous savez. Bon, ça a de la valeur. Et puis, c'est vrai, il y a la grande valeur. Il y a Delacroix et Van Gogh, quoi. Bien sûr, c'est autre chose. Donc, vous voyez, c'est l'originalité, mais c'est aussi la valeur. Et cette créativité, je me permets de vous donner le système général pour qu'on comprenne bien. Ça va rejoindre ce que vous aviez dit. La créativité, c'est 3 choses. Vous allez les voir dans tout ce que vous allez nous dire. 1, c'est la découverte.
vous pouvez faire des découvertes. Qu'est-ce que c'est la découverte? C'est mettre à jour l'existant. Ça, c'est mon job, ça, en tant que scientifique. Christophe Colomb a découvert l'Amérique, mais l'Amérique, elle était là. C'est mettre à jour l'existant. Bon. La deuxième chose, c'est tout ce que vous avez dit sur les routines qui vous sont devenues automatiques, c'est l'innovation. L'innovation, c'est améliorer l'existant. C'est la science de l'ingénieur, en gros, hein, qui met au point, vous mettez au point, ou vous vous faites mettre au point des machines, des instruments de plus en plus nouveaux. Et puis, pour vous, à mon avis, il y a le plus important, c'est l'invention. L'invention, c'est-à-dire créer, mais à partir de rien. C'est l'artiste pur. Hein. Il suffit d'aller à la FIAC, là, maintenant qui s'appelle Art Basel, à Paris, des tableaux complètement abstraits, très bizarres, etc. C'est vraiment, ça sort de là. Alors, pas tout à fait, parce que l'artiste, il a quand même une culture, il est imprégné, il a aussi appris des choses, il ne part pas de zéro. Mais voyez-vous, dans votre métier, me semble-t-il, vous avez ces trois choses qui se mêlent à des degrés divers. Vous inventez, parce que vous avez tout d'un coup une idée. Si vous voulez, je ne veux pas en parler maintenant, on pourra en parler comment ça se passe dans le cerveau. Vous avez l'utilisation d'instruments, d'ingrédients tout à fait particuliers. Je fais une petite parenthèse, c'est que la science, vous êtes obligé de connaître la chimie, un peu. C'est-à-dire quand vous faites la fermentation, quand vous faites coaguler, quand vous faites brûler, enfin d'une certaine manière, je ne connais pas bien les mots, c'est quand même une sorte de chimie. Vous avez une deuxième chose qui est très scientifique, c'est le temps et la quantité. Je sais que pour la pâtisserie en particulier, on m'a toujours dit ça, qu'il fallait d'une précision dans le temps et dans les quantités très particulières. Et puis vous avez la découverte. Et tout ça se mêle chez vous à des degrés divers. Mais ce qui fait pour moi essentiellement votre métier, c'est d'ailleurs pour ça que Guy a été élu dans cette Académie des Beaux-Arts, qui est magnifique, c'est simplement que vous êtes des artistes, tu es un artiste, vous êtes un artiste à votre manière. Et j'ose le dire d'une manière générale, les bons scientifiques, c'est un peu pareil, c'est des bons scientifiques. Donc, ouais. Voilà, je peux parler longtemps, mais il faut savoir m'interrompre, cher ami. Je rebondis justement sur ce que vous disiez. Il y a la connaissance et la connaissance de son territoire. Et je reviendrai sur ce que disait Colline, sur le regard aussi. Ce que vous nous offrez à nous, lorsque nous mangeons votre cuisine, c'est un autre regard, un regard sur votre territoire. Et pour pouvoir donner votre propre regard sur un territoire, sur les produits que vous connaissez autour de vous, avec lesquels vous avez grandi, il faut une connaissance aussi. Il faut aller à la rencontre de ceux qui peuvent les partager avec vous, ceux qui les font. Donc les artisans, les producteurs aussi, les pêcheurs, les maraîchers et et puis la nature, évidemment. Alors, comment s'organiser? Parce que je me souviens très, très bien, Guy Savoie, la première fois que j'ai eu la chance de vous rencontrer, je vous ai demandé c'est quoi le goût de la France pour vous? Et vous m'avez répondu, eh bien, c'est le goût des paysages. Et vous avez commencé à m'expliquer forcément les vallées. Et vous m'avez raconté ce que j'allais pouvoir manger et goûter. C'est ça qu'on goûte chez vous, en fait. C'est cette connaissance-là. Mais pour cela, il faut avoir une connaissance aussi des paysages et ce qu'il a fait, de cette nature, de ces saisons et de comment les retranscrire. Ce qui nécessite un peu de création, un peu d'invention, un peu d'artisanat, un peu de tout ça. Et puis beaucoup de curiosité. Et beaucoup de curiosité. Oui, bien sûr. On a la chance d'être dans un pays où on a tout, quoi. On a une nature généreuse. Cette diversité de produits a généré cette diversité de savoir-faire. C'est pour ça qu'il y a des cuisines tout autour de la planète, bien sûr. Heureusement, chaque pays a sa cuisine. Mais pourquoi on est le pays de la gastronomie? Parce qu'on a des bonnes farines, donc on a des bons boulangers. On a des bons élevages, donc on a des bons charcutiers. On a des bons pâtissiers, on a des bons cuisiniers, on a des bons vignerons, on a des bons fromagers, enfin, on a des bons ostréiculteurs, enfin tout. On a tout ce que la planète entière nous envie d'ailleurs. Et c'est pour cela qu'on a montré la voie justement à d'autres pays en leur faisant prendre conscience que leur cuisine était bien et qu'il fallait profiter déjà de ce premier socle et peut-être qu'ils vont arriver à
à évoluer et aussi peut-être également inventer des nouveaux savoir-faire. Parce que je suis sûr qu'on n'est pas au bout des savoir-faire avec les produits. Je suis convaincu qu'il y a des nouveaux savoir-faire qui vont naître. On a la chance d'avoir un patrimoine culturel immatériel qui nous permet de découvrir de nombreux produits ou de nouveaux savoir-faire que nous ne connaissions pas. Sur un plan vraiment concret, Régis, je sais que dans votre région, vous êtes connu pour vos champignons, c'est pas un mystère. Mais quand vous avez commencé à penser à cuisiner les champignons en cuisine, qu'est-ce que vous avez fait? Quels ont été vos soutiens, entre guillemets? Quels ont été vos maîtres et vos guides pour découvrir ces champignons? Parce que le produit, on doit le connaître pour savoir comment il va réagir à une certaine cuisson. Est-ce qu'il faut, pour l'avoir croquant, est-ce qu'il faut le couper tout? Enfin, vous voyez, cette connaissance du produit. Et donc, auprès de qui vous vous êtes instruit? Voilà, vous parlez de technique, mais je m'échappe un peu de la technique. Simplement, chacun a son parcours. Le mien est... On s'installe avec Michel il y a 47 ans. On reprend un petit bistrot, poste à essence, etc. Et à un moment, peut-être par un métier que j'avais aussi de moniteur de ski, et le fait que ma mère nous dit, pas ma mère, mais mon père nous disait, on fait faire des études pour foutre le camp d'ici. On était un peu dans l'exode. L'avenir n'était pas dans les campagnes, etc. Et que des clients, des experts, des mycologues, des botanistes, nous font prendre conscience que la nature est belle autour de vous et qu'elle est riche. Et je dirais qu'à un moment, ma cuisine a complètement changé. C'était dans les années, Michel, 85-86 à peu près. 87, bon, on n'est pas... je dis souvent, quand on me pose la question, je suis passé d'une cuisine de CAP à une cuisine qui veut raconter quelque chose. C'est là que la notion de liberté aussi intervient. De créativité, parce que d'un seul coup, ça donne un sens à votre vie, mais à votre vie professionnelle autant que familiale, parce qu'avec Michel, on partage tout ça, quoi, bien entendu. Et ça, c'est formidable, ça vous donne une énergie incroyable. Tant et si bien que je voulais vous poser une question. Comment se fait-il, c'est pas systématique. On sait, hein, Guy, quand on va sur les marchés, quand on va voir les producteurs, etc., qu'on voit le produit, ne serait-ce quand on voit un veau de lait dans une étable, quand on le cuisine, le malheureux, derrière, il n'a pas, on sait d'où il vient, on sait le travail énorme qu'il y a pour changer la litière, etc. Je vous passe les détails d'un veau de lait sur la mer, mais les marchés, forcément, nous inspirent. Mais comment se fait-il que le fait d'aller courir, le fait d'aller marcher dans la nature, d'un seul coup, ça s'ouvre dans votre tête? C'est incroyable. Moi, c'est un peu comme le sport. Quand vous faites du sport, ceux qui font un petit peu de course à pied, vous savez que c'est addictif. Il y a un moment, si vous ne courez pas d'un ou deux jours, vous êtes nerveux. Bah oui, parce que je crois qu'il y a cette adrénaline que vous recherchez. Et en cuisine, moi, c'est pareil. Non, c'est pas l'adrénaline. Alors, comment se fait-il que d'un seul coup, je ne dis pas qu'on résout les questions qui nous chagrinent, mais en même temps, moi, je suis très étonné de dire, tiens, je pars presque avec une idée, je ne vais pas exprès, je vais courir. Ça foisonne. Moi, je suis complètement surpris de ça, finalement. Oui, alors, je réponds. Il y avait un premier point avant, c'est que je trouvais très intéressant, c'est-à-dire que vous avez dit, une cuisine de CAP. Ça, c'est le bon... Moi, je parle souvent de la même manière pour les scientifiques. Il y a le bon scientifique. Vous avez utilisé les mots, d'ailleurs. C'est quoi un bon scientifique ou un bon cuisinier, j'imagine, c'est pareil. C'est quoi? C'est des gens qui travaillent. C'est des gens curieux. Et c'est des gens persévérants. Alors, on fait bien, c'est le bon cuisinier, ça. Maintenant, quand on passe au chef, je suis d'accord avec vous, c'est pas un très beau mot. Ça fait petit chef. Alors, il y a les petits chefs, les grands chefs. Quand on passe à un degré supérieur, on est là dans le domaine de la créativité. Alors, je peux raconter une petite anecdote. Il se trouve qu'à l'Académie à l'Institut de France, j'ai fait une petite enquête auprès d'une cinquantaine d'académiciens, surtout des scientifiques. Je leur ai dit, première question, qu'est-ce qui fait qu'un scientifique est un bon scientifique? C'était les mots que je vous ai dit. C'est les gens curieux, persévérants, travailleurs. Très bien. Qu'est-ce que c'est maintenant? Quand est-ce qu'un bon scientifique fait une découverte, c'est-à-dire devient réellement créatif?
Alors, les mots, il y avait des philosophes aussi, j'ai plein de gens comme ça. Je résume un peu. Il y avait les mots que vous avez prononcés. Liberté, c'est liberté. Les grands scientifiques, c'est des types qui font ce qu'ils veulent. Parce que si on vous dit ce qu'il faut faire, on finit par faire comme Lysenko en URSS après la guerre. Liberté. Imagination, vous l'avez dit. Imagination. Il y a un mot que vous n'avez pas dit, moi, que je trouve très important, c'est l'audace. Il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. Et il y a un dernier mot, vous me direz si vous êtes d'accord, moi je crois beaucoup, c'est quand même la chance. Il y a des moments où tout d'un coup il se passe quelque chose de miraculeux. Voilà, moi je réponds ça rejoint l'audace, je crois aussi. Oui, c'est-à-dire prendre des risques, quoi, l'audace. Je ne dis pas que la chance, elle arrive on la cherche. Mais, comme le disait Guy, un cuisinier, pour moi, c'est la générosité, forcément, mais à être curieux aussi. C'est ce qui. Ça, c'est la base de la curiosité. Mais il y a des tas de gens qui sont curieux et puis qui font de la bonne cuisine. Vous, c'est autre chose. Vous passez à un stade, me semble-t-il, super. Alors, je peux répondre à la deuxième question, votre question. Il se trouve que j'ai beaucoup étudié ça parce que dans ma vie scientifique, j'ai beaucoup étudié ces comportements automatiques. Pour comment on fait de la bicyclette, comment est-ce qu'on conduit sa voiture. Je suis avec côté de vous, je vous parle là, puis alors on cause, etc. Puis il y a des gens qui passent, des touristes, les bagnoles dans tous les sens. Et puis je débraye, je freine, etc. Puis on continue à parler. C'est-à-dire que tout mon comportement moteur extrêmement complexe, il est automatique, j'y pense pas, il est inconscient. Puisque je suis conscient, je fais attention à notre conversation. Bon, ça, c'est donc la plupart de nos comportements, 99%, sont des comportements automatiques. Puis de temps en temps, c'est pas automatique. Alors là, j'ai fait, je parle aussi d'un petit bouquin qu'on a fait avec un philosophe qui s'appelle Roger-Paul Droit, qui est le fait qu'on pense quand on marche ou quand on fait du sport. Alors, je peux raconter l'histoire parce que j'avais invité Roger-Paul Droit à faire une conférence dans notre Institut du cerveau à Paris. Puis il avait parlé des philosophes. Tous les philosophes marchent. Sauf un, vous savez lequel ? Il y en a un qui ne marchait jamais, c'était Hegel. Mais tous les autres, c'est des gens qui marchent. Kant, hein, ouais, peut-être, oui. Et alors, il me disait, mais quand on marche, quand je pense, c'est comme la marche, c'est-à-dire que j'avance avec des déséquilibres rattrapés, me disait-il. Moi, je disais, mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, parce que scientifiquement, moi, je sais comment ça se passe. Alors, je réponds à votre question. Les comportements automatiques, c'est le cerveau reptilien ancien, le plus ancien, qui existe chez tous les animaux, très développé, chez le reptile, chez les félins, chez les insectes. Et quand il se trouve que ces structures reptiliennes, très anciennes de notre cerveau, toutes petites chez nous, hein, c'est gros comme ça, alors que le cerveau, ça fait presque 1,5 kg. Hein, eh bien, comme c'est lié au reste, quand ça fonctionne très fort, ça désengage le reste du cerveau, notamment le cortex, qui est celui du raisonnement, du jugement, des grandes émotions, de la conscience, etc. Au fond, quand vous marchez, vous faites fonctionner votre cerveau reptilien et vous désengagez le reste de votre cerveau qui peut flâner. On libère de l'espace. Voilà, c'était ça. Je ne veux plus courir pareil maintenant. Hein, si, au contraire, il faut continuer. Mais c'est quelque chose d'assez commun aux cuisiniers aussi. Je pense à Michel Brasse qui a découvert comme ça une plante assez emblématique et signature de sa cuisine en courant. Absolument. Ou la reine des prés. La reine des prés, c'est quelque chose qu'il aime à raconter. Mais là, on est dans un autre rapport que la science. Dans la découverte, juste Guy Savoie, je voulais savoir aussi, si on reprend cette notion j'insiste sur cette notion de paysage et de terre et de connaissance des produits. Est-ce que ça fait partie de la base, selon vous ? Et je me suis amusée aussi quand je vous ai appelé pour préparer cette table ronde. Guy Savoie m'a dit, écoutez, à la base, il y a une première question scientifique qui est l'énergie. Sans cuisine, sans énergie, il n'y a pas de cuisine, tout simplement. Oui. Oui, et après, on apprend à discipliner cette énergie. On se retrouve à la guerre du feu. Donc oui, bien sûr. Oui, c'est le premier. On a besoin de la science. L'électricité, le gaz, on a besoin de tout ça. Ouais. Bon. Et puis après, on a besoin de tout un tas de réactions chimiques
vous l'avez rappelé, surtout en pâtisserie, Ouais. mais bien sûr qu'on on a besoin de la science. Et en termes de créativité, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est par rapport à la science, la créativité, la cuisine, c'est toute la cérémonie que vous allez mettre en marche, parce que sortie de la cuisine, il y a la manière dont vous allez parler de vos plats à ceux qui viennent les découvrir, l'histoire que vous racontez, également les différents éléments de connaissance et de compréhension que vous allez partager avec les autres qui s'assiedent à votre table. Comment est-ce que vous faites venir justement cet extérieur, ce dehors, ces paysages à la table, et comment se fait le partage? Et quelle attention, on l'a vu ce matin, vous avez une attention très, très aiguë et pointue aux arts de la table, aux assiettes, à tout ce qui va entourer cette, non pas expérience, parce que cette aventure et ce moment qui est de s'asseoir à votre table et de manger votre cuisine. Tout ça, c'est pensé aussi, en fait. C'est pas une science, mais c'est tout un art de penser à la perfection dans chaque mesure tout ce qui fait la cuisine. C'est un ensemble de choses. Bien sûr. Le même repas servi au 3e sous-sol d'un parking. C'est une expérience qui est faite. D'ailleurs, certains cuisiniers oui, ont déjà... Bon, vous avez peu de chances d'avoir des sensations, quoi. Si en plus vous mettez des verres en plastique... Ouais. Là, et Bruno Laurier pourrait nous raconter aussi les banquets au Moyen-Âge, quelles étaient les impressions qu'on pouvait éprouver. Alors, moi j'ai une définition, après c'est le bien-être. Alors, le bien-être, je suis désolé, c'est pas scientifique. C'est ce qu'on ressent et ce qu'on n'a pas besoin d'analyser, quoi. Je veux dire, si vous êtes à l'opéra, vous n'avez pas sur une jambe la partition, sur l'autre le livret, le ressenti doit amplement suffire. Donc, pour que ce bien-être soit parfait, il faut qu'on soit dans la cohérence. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que le restaurant devienne une maison qui ressemble, je vais dire un mot un peu vulgaire, mais qui représente bien qui ressemble au taulier. Si le taulier est passionné par des œuvres d'art, il doit y avoir de l'art. Enfin, il doit y avoir une cohérence, mais on doit pas passer son temps à savoir pourquoi on est bien, quoi. On le ressent et c'est parfait. Donc il faut mettre toute cette cohérence en place pour que le convive se sente bien. Yves, Régis. Non, je suis complètement d'accord avec vous. La beauté, tout ça, pardon. Mais où je suis en désaccord avec toi, Guy, c'est quand tu dis que le ressenti, c'est pas de la science. Le ressenti, c'est ton cerveau qui le... Or, il se trouve que les circuits de l'émotion, et tu as parlé d'addiction, c'est vrai, la passion pour quelque chose, c'est une forme élémentaire d'addiction. Ça peut devenir même une addiction chez certaines personnes, vrai. On connaît, je ne veux pas raconter tout ça, mais il se trouve que je connais assez bien, on connaît les circuits des émotions assez bien, depuis ici jusqu'à la moelle épinière. Je voudrais te le dire comme ça, mais on en reparlera. Alors, si on regarde dans le monde économique, c'est notre chance. Pourquoi ? Parce qu'une expérience chez Guy à l'Hôtel de la Monnaie, elle est pas complètement différente, mais elle est différente que ceux qui vont la vivre à Saint-Bonnet. Et en fait, nous les cuisiniers, avec toute modestie, j'entends bien, on est des metteurs en scène, hein. Il y a le produit, forcément, au départ. Les gens qui viennent à Saint-Bonnet, ils réservent 6 mois à l'avance, donc ils se font il y a le cheminement, on arrive en voiture, on n'arrive pas autrement. On installe nos clients, ils se votent devant une vue à 380 km, on peut déjà leur expliquer le paysage. Et la cuisine va arriver là-dedans. Moi, j'aime bien ce côté, j'avais ressenti chez Michel Bras, tout ça. On est déconnecté, parce que les gens, ils viennent au restaurant pour, je ne dis pas oublier, mais passer un bon moment, fêter souvent un anniversaire ou autre. Et on a besoin de les rendre, bien sûr, ils le sont, mais on amplifie tout ça. Et je peux vous dire, la mécanique tous les jours, c'est incroyable, parce que c'est la cuisine, c'est le service, c'est le rythme du service, c'est le menu, c'est le papier du menu, c'est l'histoire que vous racontez, que les gens lisent, parce qu'ils viennent aussi pour connaître votre histoire. C'est même de plus en plus flagrant. Alors, faisons attention, parce que pour moi, il y a un mot qui est extrêmement important. On en parlait ce matin, c'est sincérité. On vit un monde où on pourrait se permettre de dire n'importe quoi parce que c'est bien, parce que ça marche, parce que c'est
c'est la communication. Mais vous le payez tôt ou tard, ce genre de choses. Je pense que la sincérité est importante. La sincérité, bien sûr, de ce que vous expliquez. Il y a des bluffeurs, parfois, chez les cuisiniers. Non, je n'interviendrai pas là-dessus. C'est une autre forme, ça existe, les bluffeurs en cuisine. Chacun fait comme il veut, après tout. Mais je vous le disais, vous avez compris, notre vie, Michel et moi, c'est une belle aventure. C'est une belle aventure de nous, de notre famille, mais d'un village derrière qui, je ne dis pas qui revit, parce que forcément, ça rejaillit sur eux. Mais les clients, ils épousent tout ça, finalement. Parce qu'après le repas, ils vont au village. Donc c'est un peu une aventure, pas Marcon, mais une aventure Saint-Bonnet, quoi. Et là où le metteur en scène intervient, moi, je suis admirateur de Léonard de Vinci, parce que je connais partie sa vie, j'aime beaucoup. Le détail n'est pas une perfection, mais la perfection n'est pas un détail. Mais sans parler de ça, Léonard de Vinci, on le connaît comme un peintre, c'était avant tout un metteur en scène. Il organisait des fêtes, finalement, et des banquets. Et nous, on est un peu ça. On s'intéresse à la nappe, on s'intéresse au verre, on s'intéresse aux moindres détails. J'imagine, quand tu fais le tour du restaurant, tu as l'œil de partout. Même on surprend nos collaborateurs, on dit, mais il a vu ça. Ben oui, parce qu'on entre dans cette salle, on se dit, tout à l'heure, il y a 30, 40, 50 couverts qui vont arriver, qui se font une joie d'être là. Je dois être top. Pas top pour être le meilleur, etc. Non, top parce que tous les détails me paraissent faire la perfection. C'est comme un tableau, c'est comme un ensemble de choses. Et ça, c'est franchement, c'est un bonheur complet. Parce qu'après, on écoute, les clients, on fait rentrer cette histoire, les produits, on les fait rentrer dans la ferme, etc. Vous vous rendez compte, le métier, ça bouillonne sans arrêt. Vous m'avez raconté aussi que la ciste, qui est une herbe emblématique. Oui, on rend acteur le client, la cistre. On demande au client de frotter la ciste parce que s'il passe à côté, j'ai une herbe de chez nous. C'est la famille des fenouilles. Ouais. Et le premier geste, nous, quand je vais essayer d'être court parce que sinon, ça y est, je commence. on amène une petite sculpture locale, un artiste local. Et on a des petits champignons à goûter, des petites feuilles mortes et des pommes de pin qui sont des amandes. C'est pas grand-chose finalement, culinairement, c'est pas. Oui, c'est sympa, c'est bon, mais c'est pour faire entrer les clients dans l'atmosphère de notre village, de ce qu'ils voient en face. La cohérence. Voilà, la cohérence, oui, c'est ça. Il faut être cohérent dans tout ce qu'on fait. Et c'est pas pour te passer la pommade, Guy, mais la dernière fois qu'on a mangé chez toi avec Michel, d'abord. C'est très agréable d'être avec son épouse, prendre un moment de temps en temps. Pardon ? J'aime bien parce qu'il y a des regards là, croisés. Donc vous aurez compris que Michel est là. Tout était cohérent. Alors ne serait-ce que les œuvres qu'on voit, ça respire. On est nourri de tous les endroits. On est nourri voilà. Je crois que je vais rester là parce que c'est toujours des moments qu'on garde là, quoi. Et on en a besoin en plus. Bruno Loriot, on ne vous a pas beaucoup entendu, puisque vous sembliez acquiescer avec Léonard de Vinci et vous aviez peut-être envie de nous parler justement de ces banquets tels qu'ils étaient pensés, très cohérents aussi, en mettant en accord tous ces arts et ces artisans qui, à l'époque, en tout cas au Moyen-Âge, étaient distincts. On distinguait le boulanger, on distinguait chacun des métiers, entre guillemets, et les artisans. Oui. Comment s'orchestraient justement ces moments de fête et de faste ? Oui, alors c'est un monde ancien, disparu. Qu'on peut faire et donc, on a des documents qui ne sont pas toujours très explicites. D'autre part, c'est un monde où, au centre de ce que j'appellerais la performance culinaire ou la performance gastronomique, il n'y a pas le restaurateur, mais il y a le cuisinier au service d'un grand, de l'aristocratie, d'un prince, d'un roi, etc. Mais ou en quelque sorte l'intendant des plaisirs, alors on va dire. Mais du coup, ça c'est les différences. Mais par ailleurs, ce qu'on saisit assez bien, c'est que c'est un spectacle total. Ici même, à Tours, alors pas ici, hein, mais à quelques pas d'ici, à côté de l'église Saint-Julien, il y a eu, au mois de décembre 1457, un super grand festin organisé pour les ambassadeurs du roi de Hongrie qui voulait épouser la fille du roi Charles VII. Il se trouve que d'ailleurs il n'a pas pu l'épouser parce qu'il est mort entre les deux, donc on a juste fait des repas, on a juste fait des banquets et on a le menu, la description
le nom des participants à ce banquet. Et là, on voit qu'il y avait à la fois des plats décrits précisément, dont on peut retrouver le détail dans les livres de cuisine de l'époque, mais sans doute réinterprétés par un cuisinier qu'on ne connaît pas, en l'occurrence. Il y a aussi un décor avec le rappel à travers l'héraldique de la position des différentes personnes qui sont à table. On a l'indication précisément de la répartition entre les tables. On a de la musique, probablement réalisée tout exprès par Jean Ockeghem, qui à l'époque est le musicien attitré à Tours. Et il y a des danses. C'est organisé par le comte de Foix et on dit que c'est des danses du Béarn qui suscitent d'ailleurs un peu les rires et les colibés des gens qui sont là. On a ce tas de renseignements-là, mais quel goût ça avait. Là aussi, c'était déjà un art de l'éphémère, puisque ça disparaît une fois que le repas est terminé. Et donc, quel goût ça avait. Peut-être que, et ça c'est un peu mon rêve, j'en profite pour... Peut-être qu'il faudrait qu'on le refasse. Et peut-être qu'on ne pourrait pas, puisque de toute façon, il n'y avait pas le même climat, les mêmes températures. On a fait beaucoup de progrès là-dessus, ça je vous rassure. Il faut sortir de cette image qu'on ne peut pas. On peut approcher, en tout cas, approcher de très près. Il y a vraiment des gens qui sont très spécialisés là-dedans. Ça vaudrait le coup, peut-être, de revoir ça. Il faudrait que ça soit au mois de décembre. Oui, tout à fait. Voilà, Fabrice on doit Hider, avoir du matériel. Donc c'est possible. C'est possible de retrouver ça, cet art de l'éphémère, en effet. Mais là aussi, c'est de rendre l'éphémère inoubliable. Voilà, absolument. Mais visiblement, ça a été inoubliable parce que ça a été raconté par des tas de gens. J'aimerais que vous partagiez avec nous, si vous en avez une idée, cette impression de découverte, pour revenir sur les propos d'Ivagile au tout début de cette table ronde. Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment d'avoir entre vos mains, ou en tout cas d'être devant, une découverte, un plat jamais fait, jamais imaginé, une rencontre que vous pourriez dire parfaite, une quintessence, comme on a cherché aussi au Moyen-Âge à un moment. 18e surtout. Au 18e. Est-ce que vous avez été face à une expérience comme ça et comment vous l'avez vécue et de quoi s'agissait-il ? Moi, ce type d'expérience, je les ai normalement chez les confrères. Mais vous, en faisant ? Oui, je découvre... Dans la création. C'est ces moments où on peut... J'imagine le scientifique face à sa découverte, tout à coup, son esprit se dit « je tiens quelque chose » qui n'avait jamais été abordé, approché, qui peut-être servir justement au plus grand nombre ensuite. Et ça peut être un plat. Moi, Je sais pas. Écoutez, c'est rien. Moi, j'aurais bien aimé inventer la sauce béarnaise. Bon, c'est pas moi qui l'ai faite. C'est mayonnaise qui a inventé la sauce, on dit toujours. Non, mais pour répondre à cette question, moi, je me suis beaucoup intéressé à ça, d'écrire un truc là-dessus. Comment ça marche la créativité ? Comment ça marche la découverte, etc. Pardon, tu voulais dire quelque chose peut-être ? Ah non, alors non, mais pas. Alors moi, c'est pas moi un nouveau plat, mais je me méfie beaucoup du mot création. Donc, pour moi, c'est d'abord une envie. L'envie débouche sur l'idée, l'idée sur le plat. Mais comment vient l'idée ? C'est ça l'idée. Comment vient l'envie ? L'envie, c'est peut-être à la fin de ce débat, j'aurais envie de faire... Oui, je penserais peut-être à quelque chose. La gourmandise, le plaisir, quelque chose aussi, où vous tombez sur un produit ou qui vous raconte une histoire qui résonne en vous et vous vous dites « Tiens, ça, j'aimerais bien le raconter ». Parce que, je sais pas, pour prolonger ce que tu dis, nous, on a réfléchi, on sait à peu près comment ça se passe pour une découverte. Je pense que c'est un peu pareil, parce que le mot découverte, comme j'ai dit, c'est aussi l'innovation, vous l'avez dit, et puis ce côté de la créativité, de l'inventer.
Eh bien, nous, pour une découverte, ça se passe pratiquement toujours de la même manière. Les mathématiciens ont beaucoup réfléchi à ça, par exemple Henri Poincaré en particulier. Alors, comment ça se passe? D'abord, on a des résultats. Alors, ça marche ou ça marche pas. Rappelez-vous Galilée, par exemple, qui fait cette expérience, observation extraordinaire. Bon, on se questionne, on est donc bien conscient. Et une fois qu'on a fait ce questionnement, on ne sait pas quoi faire consciemment, généralement, parce que c'est tellement compliqué. En revanche, ce qui se passe, pour les découvertes en tout cas, c'est que, en fait, la solution vient le lendemain, un mois plus tard, 1 an, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard éventuellement pour nous, pour les grandes découvertes. C'est-à-dire que c'est un travail qui est inconscient. Et ça m'intéresse beaucoup. Je t'explique pourquoi, en termes de physiologie cérébrale. C'est que notre cerveau, n'est-ce pas, il sert à avoir des pensées et des émotions, pour simplifier. C'est ça. Je pense et j'ai des émotions. Mais mon cerveau, je sais aussi qu'il fonctionne en permanence, nuit et jour. Nuit et jour. Donc, ça veut dire que je produis des pensées, des émotions, pas moi seulement, hein, mais pour parler, nuit et jour, notamment la nuit. D'ailleurs, quand on rêve, ce sont des pensées, des émotions, dans un chaos un peu extraordinaire. Mais enfin, on produit des pensées, des émotions en permanence. Or, on n'est pas conscient de ça. On n'est pas conscient. Autrement dit, l'essentiel du travail de la découverte scientifique, en tout cas, mais je pense que c'est un peu pareil chez vous, c'est-à-dire qu'on se dit peut-être une idée, etc., on aimerait bien le faire, et puis à un moment, c'est l'illumination. Ça revient comme ça. Moi, je donne l'exemple de l'oubli bénin. C'est madame... attendez. Alors, je ne trouve pas. Puis le soir, en mangeant ma soupe, de David. Voilà, j'ai retrouvé son nom, je le cherchais. Entre le moment où je me suis posé la question et le moment où je retrouve le nom, il s'est passé un temps pendant lequel mon cerveau a travaillé de manière inconsciente. Donc, pour nous, c'est la belle image. Je me permets de raconter cette image que je trouve très jolie. C'est celle qui a été proposée par un mathématicien anglais qui s'appelle Wiles. C'est celui qui a découvert 300 ans après la fameuse conjecture de Fermat. Vous en foutez, bien sûr, mais moi aussi. D'ailleurs, j'y connais rien. Mais enfin, c'est très, très compliqué. Et bien, ce type, il disait, la découverte, c'est comme quand vous rentrez dans une chambre noire. Alors, il fait tout noir. Alors, à tâtons, vous faites une idée de la configuration de la pièce. Puis, tout d'un coup, il y a un type qui allume la lumière. Et vous voyez, c'est ça l'illumination. C'est là que la découverte émerge, quoi. Alors, je crois, Guy, on doit te poser la question tous les jours aussi. Question peut-être banale, mais toujours intéressante. Combien de temps il vous faut pour imaginer un plat? Et j'ai toujours la même réponse. Généralement, je dis 30 secondes comme toute une vie. En fait, c'est ça, c'est ce que vous êtes en train de dire. Et les phénomènes de création, je crois qu'ils sont propres à chacun, bien entendu. C'est notre passé, c'est notre expérience, etc. Mais c'est comme une page blanche. Et à un moment, il faut mettre quelques titres, il faut démarrer, quoi. Et c'est différent si je suis à la maison où il y a 3 produits dans le frigo, il n'y a plus rien, faire quelque chose. Là, c'est un vrai défi. J'aime ça, quand il n'y a pas grand-chose, que dans le restaurant où il y a plein de choses, finalement. Il y a presque trop de choses, parce que souvent, d'ailleurs, on le voit dans les concours de cuisine. Quand on fait les thèmes des concours de cuisine, on essaie de limiter parce que quand on met trop de produits, ça devient du n'importe quoi. Parce qu'on brouille le cerveau de tous ces candidats parce qu'il y a trop de choses. Donc, je crois que c'est important de revenir un petit peu à ces choses premières dans un premier temps. Après, il y a le défi. C'est un repas pour 30 personnes. La saisonnalité qui vous indique des choses. On accumule un peu ça dans la tête et puis après, on construit. Et puis, quelquefois, il y a l'éducation qui reste derrière. Moi, j'ai une recette, et je suis d'accord avec toi, Guy. Je crois qu'on n'invente pas. Ce n'est pas notre modestie qui dit ça, mais je pense qu'on est sur le réel. On peut inventer des choses. Moi, la seule chose que je puis inventer en cuisine, c'est le praliné de cèpe. Et ça vient de quoi? Ça vient de ma maman, parce que ma maman ne jetait jamais rien. C'était une formidable cuisinière des restes. J'ai toujours le souvenir de ma mère le lundi matin qui
grattait les carcasses de poulet, parce que le poulet, c'était que le dimanche. Elle grattait toutes les chairs, récupérait les foies de volaille et nous faisait un gâteau de foie de volaille extraordinaire. Donc, elle ne jetait pas. Et pendant longtemps, j'ai fait avec les cèpes secs de châtaignier le beurre au cèpe, un beurre parfumé, qui on fait différentes sauces avec, etc. Et puis ces cèpes secs qui avaient frit dans le beurre, ben, ils avaient une drôle de gueule. Si bien que souvent, ça partait à la poubelle. Et ça me démangeait, quoi. Et ça me turlupinait, tiens. Et c'est venu avec le temps. Le cèpe, ça peut avoir un goût d'amande, de noisette, d'autres choses aussi. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait avec l'amande? Qu'est-ce qu'on fait avec la noisette? Tu vois, c'est par déduction qu'on joue souvent comme ça. Et un matin, j'ai épongé ces cèpes et j'y suis allé, quoi. J'ai mis mon caramel, j'ai mis les cèpes, j'ai goûté. Je dis, oh, voilà. C'est un peu ça, finalement. Il y a des opportunités qui vous amènent à... Et j'en suis fier, parce que c'est la seule chose que j'ai inventée en cuisine. Pour moi, c'est... Voilà. Alors, pour répondre un peu à la question que vous posiez au début, moi, il y a deux choses qui m'ont un petit peu marqué dans une découverte. La première, c'est de découvrir un champignon que j'avais découvert au Japon. J'ai trouvé au fin des boîtes de Saint-Benet, qui est le matsutake, qu'on appelle le Tricolum rigadum. C'est extrêmement rare chez nous. On en trouve peut-être 3 ou 4 spécimens par an. Et quand j'ai amené ça à mon ami mycologue, il était lui aussi estomaqué. Il m'a dit, tu as trouvé ça ici? Eh bien oui, sous un pain, le voilà, etc. Donc j'étais très heureux d'une part. Et la deuxième, je crois que c'est cette notion de partage dans nos métiers. De partage et en même temps de mettre les choses un petit peu à leur place. Nous, on a des équipes, je ne sais pas combien tu en as, mais tu en as pas mal dans ta cuisine. Même si c'est une bonne vingtaine, je ne sais pas, enfin bon. Et j'ai toujours souvenir dans un pays asiatique, sur les bateaux, de cette femme que j'ai regardée pendant 1 heure travailler. Elle était sur son bateau, il y avait 3 bouillons derrière elle, 3 4 sortes de pâtes, des légumes devant elle. J'ai comptabilisé à peu près 200, 250 personnes qui sont venues déguster sa cuisine dans des bols, etc. Et je suis allé moi-même goûter. C'était somptueux. Quelle leçon, ça nous... de se dire, regarde. Quand on dit, bien sûr, la cuisine française la meilleure du monde, oui, peut-être, oui, elle fait partie d'une cuisine de renommée, etc. Mais des bonnes cuisines, il y en a partout dans le monde entier, y compris dans les ruelles, sur des tabourets dégueulasses au Vietnam. On voit des choses extraordinaires. Il faut être très humble dans nos métiers. C'est ce que la curiosité nous amène à découvrir, justement. La curiosité, tu as dû manger des fourmis, des araignées, des choses, parce qu'on goûte tout, nous, quand on va sur les marchés. Des fois, on ose des choses, il faut, sinon, si on ne sait pas. Guy Savoie. Oui. Est-ce que vous avez, vous, une découverte, une lumière qui s'est allumée? Mon caramel de cèpe. Déjà, ne serait-ce que tout simplement, en fait, parce que je pense que ça fait écho à beaucoup de gens qui viennent manger chez vous. C'est une mythologie. Votre brioche feuilletée à la truffe, votre soupe, c'est addictif. La première fois, en fait, peu importe d'où on vient, cette brioche, cette soupe vont évoquer chez chacun d'entre nous un souvenir, quelque chose. Donc, on va avoir une résonance. Comment vous l'avez pensé? Alors, je ne sais pas comment... Est-ce que vous l'avez vécu comme une découverte déjà, ou juste comme, ah tiens, j'ai... Non, comme un assemblage. Comme un assemblage heureux. Je veux dire, c'est la définition que m'a donnée un fidèle de la maison. Il m'a dit, l'artichaut, c'est tes origines modestes, la truffe, c'est ta quête d'excellence, et la brioche, c'est ton âme d'enfant. Donc, c'est la réunion de tout ça. Alors, pourquoi l'artichaut? Ma mère m'a dit il y a quelques années que la seule purée de légumes que je mangeais lorsque j'étais bébé, c'était de la purée d'artichaut. Donc ça vient évidemment... On retrouve la truffe et la mamelle. Voilà, et puis après... oui, non, mais ça s'est fait encore une fois naturellement. Où il y a des choses... Bon, mais l'huître, c'est Jean-Michel Guimard tout à l'heure qui parlait de l'huître en nage glacé. En fait, c'est quoi l'huître en nage glacé? J'ai fait une gelée avec l'eau des huîtres, parce que je trouvais qu'à chaque fois qu'on mangeait une huître, cette eau dans la coquille, c'était très inconfortable. Soit on faisait un bruit pour l'aspirer, soit ça dégoulinait de chaque côté des lèvres. Et j'ai dit, mais on a une technique en cuisine pour donner de la consistance à un liquide, c'est de faire une gelée. Et j'ai fait une gelée avec l'eau des huîtres. Mais ça, je dirais, c'est technique. C'est une réflexion, c'est un problème qu'on règle avec de la technique, tout simplement. D'où l'usage de la science et de la technique comme un ustensile dans votre art également. Absolument. Cependant,
ce qui a conduit votre questionnement. Vous vous êtes dit, tiens, on mangerait mieux cette huître si c'était quelque chose de plus agréable. C'est un souci permanent de la manière dont on va manger et goûter votre cuisine, et donc un partage fondamental. Oui, après, le processus d'élaboration, parce qu'encore une fois, création, il faut faire attention. Par exemple, un jour, un fumet de langoustine. Bon, les coffres de langoustine, hein, c'est très fort, je goûte ce bouillon, en fait, cette infusion de coffre de langoustine, et je trouve ça d'une force et même d'une brutalité extrême, avec un côté très, très fugace. C'est-à-dire on a le punch et tout de suite, ça s'en va. Donc, je me suis dit, comment alors la facilité aurait été de mettre de la crème ou du beurre. Je me suis dit, non, c'est pas possible de faire quelque chose d'aussi banal, entre guillemets. Donc, je me suis mis à faire le tour. Je me suis dit, peut-être qu'un féculent. Et je me suis arrêté sur la lentille. En fait, je me suis aperçu que la lentille, dans ce bouillon, dans lentille du Puy, pas loin de Saint-Bonnet-le-Froid, et je me suis aperçu que cette purée de lentilles dans ce bouillon tellement brutal l'avait totalement dompté, et ça donnait de la longueur au goût de langoustine, et on avait enlevé ce côté brutal qui était même trop sec, trop désagréable. Voilà, mais après, c'est des choses qui sont des réflexions et des interrogations qu'on arrive à régler avec quelques années de métier. J'ai une question à vous poser à tous, y compris bien sûr aux scientifiques de notre table. Quand on est en correspondance, pourquoi l'art, la peinture, la musique, la danse, pourquoi les arts nourrissent-ils aussi bien votre cuisine, l'art culinaire? Qu'est-ce que ça provoque? Qu'est-ce que ça suscite? Est-ce que ça suscite quoi que ce soit d'ailleurs? Si c'est le beau. Le beau, l'émotion. C'est le beau. Et le bon. Oui. Moi, je veux dire, c'était en début d'année, le défilé haute couture de Chanel. C'était au Grand Palais. La mise en scène, la mise en scène était extraordinaire et tout. Et je suis sorti de là bouleversé. Et c'est évident que derrière, il y a forcément eu des choses. Cet extrait de beau, où tout était réuni, ça déclenche forcément des processus. Mais même chose, si on va à une expo, hein, je vais bientôt aller à l'expo d'Eva, je suis sûr qu'en sortant, il se passe quelque chose, parce que ça déclenche, l'art déclenche des choses. Et du coup, le travail entre un artiste plasticien, oui. Eva et un cuisinier, c'est une double notion de bien-être. Pourquoi l'art déjà? Et puis ce sont des repères. Hein. Comme moi, par exemple, c'est pas simple d'arriver, lorsque vous travaillez un service dans la cuisine où le rythme est assez soutenu, où c'est du travail, quoi. Et vous arrivez dans une salle où vous sentez le bien-être, la sérénité et tout ça. Mais si j'avais pas les œuvres que j'aime au mur, j'aurais peur d'affronter les convives. Les œuvres d'art qui sont là, présentes, aussi bien au mur ou les sculptures, me font prendre conscience que je suis vraiment chez moi, que comme dirait un sportif, je joue sur mon terrain, et à ce moment-là, j'ai les bons repères pour aller voir les convives. Parce que c'est pas évident de passer du monde du travail au monde du plaisir, simplement en traversant une cloison. Hein. Enfin, non, il y a des portes, hein, mais bon, tout ça, c'est important. Donc, l'art a une grande... Les murs seraient vides, je pense que je serais incapable de rentrer dans la salle. J'ai cherché à garder un petit peu de temps pour des questions, parce que peut-être qu'il y en a. Est-ce que vous souhaitiez ajouter un mot à cette question, peut-être, Régis? Oui. Pas une réponse, parce que ce n'est pas une réponse que vous attendez. Une impression, quand j'écoute Guy, j'ai un peu la même impression. Ces œuvres, on les fait un peu nôtres, même si ce n'est pas nous qui les avons réalisées. Et elles nous confortent un peu dans notre lieu, parce que si on les a mis là, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que le fond, déjà, est bien adapté. C'est que la situation fait que, en prenant du recul, et
Je dirais l'art, moi je m'intéresse beaucoup à la manière aussi. J'aime bien aller voir les artistes comme ils peignent, tout simplement, parce qu'il y a le tableau fini, mais la façon dont ils vont l'imaginer. Moi j'ai toujours souvenir de Jean-Luc, quand il nous a fait les 4 œuvres qui représentent les 4 saisons. Avec Michel, on était étonnés parce qu'il restait 1 heure, hein, pratiquement 1 heure et demie, assis dans les prés, puis il ne bougeait pas. Jean-Luc, tu veux un petit café? Non, non, non. Tu veux boire quelque chose? Non, non, non. Pendant 1 heure et demie, il imaginait les œuvres. Et quand on les a vues après, c'est incroyable, parce qu'on a vu le cheminement de l'œuvre. Je trouve ça assez intéressant. Et notre rapport avec l'art en général, les arts en général, c'est... moi, j'essaye tout du moins, parce que des fois, c'est mon défaut... je vais voir une expo, il faut que ça me ramène quelque chose. Et ça, c'est complètement débile, en fait. Non, il faut y aller avec cet esprit de liberté, de dire, je vais passer un bon moment, je vais dans ce lieu serein parce que je m'imprégner de ce que je vais voir. Et je trouve que c'est là qu'on les apprécie le plus. Et c'est là qu'elles nous amènent ce fort intérieur de dire, ouais, on fait partie de la famille un peu de ces gens qui s'intéressent à la nature, aux choses, aux matières, aux gestes, etc. Est-ce que je peux vous poser une question au chef cuisinier créateur? Est-ce que vous pensez que la cuisine que vous faites est différente selon la personnalité des cuisiniers? Absolument. Je crois que ça, c'est... alors, je vais reparler encore des concours de cuisine où certains sont rares, ces concours, heureusement, parce qu'il y a moins d'esprit de liberté, où on demande de faire le même thème chaque cuisinier. Ben, oui, à chaque fois, c'est des grands chefs, des chefs très expérimentés. Le plat est chaque fois très différent. Et ça, je crois qu'il y a une personnalité dans la cuisine. On l'a dit et redit, c'est une âme, c'est un cœur, c'est une générosité. C'est des moments où vous n'êtes pas bien. Il y a des jours où on n'est pas bien. Et j'avoue que c'est difficile de faire de la bonne cuisine le jour où on n'est pas bien. Parce qu'on n'est pas tout seul dans une brigade. Notre mauvaise humeur peut rejaillir aussi sur les collaborateurs. Il y a plein de choses qui se passent. Parce qu'au-delà de la cuisine elle-même, de penser le restaurant, etc., l'empreinte, des fois on ne s'en rend peut-être pas assez compte, peut-être toi Guy, mais des fois je dis mais arrête tes conneries, parce que attends, tu as une équipe autour de toi qui vit avec toi, qui s'imprègne de ce que tu souhaites. Maintenant mon fils souhaite. C'est un bataillon, il faut qu'ils vivent la même chose, pas la même chose que toi, mais voilà, il faut qu'ils adhèrent. La scène, elle commence dès que vous rentrez en cuisine, oui, en fait, à l'égard de votre forcément. équipe et à l'égard des gens qui viendront manger chez vous. C'est vrai que ce concret, ben on l'a en prise directe avec la nature tous les jours, enfin tous les matins, avec les livraisons des fournisseurs. Après, on a avec les échanges avec les collaborateurs, et après les échanges avec les convives. Hein. Donc on est en permanence, même nous-mêmes en formation continue. Il reste plus beaucoup de temps. Est-ce que certains d'entre vous, je vois, oui, Colline. C'est Monet qui est dans son jardin et qui est couché dans une chaise longue et qui fait rien comme ça. Il y a son voisin qui le regarde par-dessus le mur et qui lui dit: eh bien, monsieur Monet, vous vous reposez là? Et il répond: non, non, je travaille, non, non. Et puis le lendemain, il est à sa toile et il peint. Et il y a le voisin qui lui dit: monsieur Monet, là, vous travaillez. Il a dit: non, là, je me repose. Une question. Merci à vous. Je n'ai pas une question, mais je voudrais juste rebondir dans le même sens que Bruno sur l'époque médiévale. Mais donc je suis médiéviste, mais qui travaille sur une autre ère géographique, donc la civilisation arabo-islamique médiévale. Et à l'époque de l'âge d'or de cette civilisation, les auteurs de livres de cuisine, c'était les médecins. Des médecins, des astrologues et des alchimistes. Parce que, d'ailleurs, je cite l'un d'eux qui dit la cuisine est la sœur de la médecine. Donc là, il considérait la cuisine comme une science. Par ailleurs, elle est aussi art dans le sens où on l'a élevée au sens de la rhétorique. Le philosophe, un grand philosophe du Xe siècle, Tawhidi, dit que la cuisine est une rhétorique
puisqu'on est au-delà du 0 degré de l'écriture. Et c'est un texte fabuleux de ce philosophe. Mais aussi, nous savons, d'ailleurs Bruno le sait aussi, que l'homme de lettres, l'artiste par excellence, l'artiste raffiné, à l'époque abbasside, donc de l'âge d'or, devait avoir une connaissance culinaire à côté de la poésie, de la prose, de la musique et de la chanson. Et sans cette connaissance de la cuisine, il n'était pas considéré comme un artiste. Et nous avons la grande figure du prince Ibrahim ibn al-Mahdi, qui était un artiste ayant la connaissance de tout ceci. Pour finir avec Avicenne, non seulement dans son canon, mais dans sa philosophie, dans son livre Shifa, où justement il parle de la cuisine, mais la cuisine qui active la raison raisonnante, parce on pense, on sélectionne, on classe, mais aussi elle active la raison empirique et la raison imaginaire. Donc chez le philosophe, parce qu'il n'est pas uniquement médecin, donc Avicenne, il est chez nous beaucoup plus philosophe que médecin, donc la cuisine pour lui est ceci, elle active toutes ces raisons. Merci. Moi, j'ai deux petites questions. On n'a pas parlé du rapport à l'erreur. Alors peut-être que moi je dis erreur, peut-être que ça revenait avec quand on parlait de la chance, mais des fois l'erreur c'est aussi la frustration, mais ça peut aussi amener à la création. Il y a plein d'histoires. Quand vous raisonnez, oui, quand vous voulez résoudre un problème, votre cerveau, donc vous-même, vous le faites par essai-erreur. On n'avance pas si on ne fait pas d'erreur. On essaye, sans ça, vous refaites toujours la même chose. Par exemple, on marche toujours de la même manière. Bon, on ne change pas. Bon. Mais si vous voulez faire quelque chose de nouveau, d'original ou qui ait de la valeur, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes obligé de tenter quelque chose. Et c'est vrai dans tous les métiers, ça. C'est vrai dans tous les métiers. C'est vrai pour un menuisier aussi. Vous tentez quelque chose, ça peut aller dans la bonne... Parce que vous raisonnez en probabiliste. Notre cerveau est probabiliste. Il dit, tiens, j'ai plus de chances de faire ça que ça pour réussir à faire ça. Mais on peut se tromper, il peut se tromper, parce qu'on se trompe tout le temps. Et à ce moment-là, vous changez et vous trouvez une autre solution, etc. Nous avançons, nous, par essai et par erreur. Donc l'erreur est fondamentale. Il faut en avoir conscience aussi de ça, parce que c'est ce qu'on reproche par exemple aux gens qui montent des start-up. Ils font une erreur, ils se cassent la figure. En France, ils abandonnent. Aux États-Unis, on en refait une autre, une troisième, une quatrième, et c'est la cinquième qui marche. C'est ce qu'on dit. Je crois que l'échec, vous le dites, il y a aussi le côté technique, innovation ou autre pour avancer. Forcément. Et les premiers pas en cuisine, c'est l'exemple concret. Les erreurs, on n'arrête pas d'en faire. Et c'est ce qui vous fait avancer. Et en même temps, les erreurs sont aussi des étapes dans votre vie professionnelle. Moi, je le vis comme ça. Après, chacun qui vous fait, on ne tend pas vers ça, mais qui vous fait gagner en humilité. Et je crois que l'humilité, je ne le vis pas comme chose à montrer comme ça en débat, mais simplement, c'est ce qui nous ramène un petit peu aux vraies choses, quoi. Oui, il faut faire attention parce que souvent, ceux qui réussissent trop sans faire d'erreur, ils ont un ego qui gonfle. Une autre question. C'est pas un exercice évident. Le temps qui est battu. Puisque la cuisine peut bien sûr procurer des sensations, voire des émotions, à ce niveau-là, je pense que ça ressemble à l'art. Voilà. Est-ce que c'est exacerbé aujourd'hui avec les réseaux sociaux aussi, cette idée du beau,
finalement les plats traversent le monde aujourd'hui. Oui, mais quel est l'intérêt d'un plat si on ne le déguste pas? Donc vous pouvez avoir, bien sûr, il y a une cuisine instagrammable en ce moment, c'est vrai, qui envahit les réseaux sociaux, mais la cuisine instagrammable, elle ne se déguste pas. Pour moi, la cuisine, c'est le vrai discours du cuisinier dans l'assiette. Vous pouvez avoir comment dire, la description ou la traduction de ce discours bien, par les sensations que vous avez, voilà, les sensations gustatives déjà. Dernière petite question, je vois certains jeunes, et c'est aussi une partie de notre sujet. Quels conseils vous donnez à ces jeunes, et la question est valable pour tous les deux, pour les vieux aussi. Pour les jeunes, alors. Quels conseils pour eux pour entretenir cette excellence de la gastronomie française? Bon, mais c'est déjà de ne pas ménager les efforts, hein, parce qu'on l'a très bien rappelé. Tant que le socle de formation n'est pas bien construit, il est très difficile de faire la cuisine selon sa propre sensibilité. Mais ce que je peux dire, c'est que lorsqu'on maîtrise ce métier, puisque ce sont des jeunes en formation, j'aimerais les rassurer en leur disant que leur terrain de jeu va être la planète entière. Excusez-moi, je peux poser ma deuxième question du coup. Merci. Tout à l'heure, Monsieur Guy Savoie, vous disiez que vous essayez de créer de la cohérence, du bien-être pour les gens qui viennent manger chez vous. Mais du coup, est-ce qu'on n'essaye pas aussi de venir chercher chez les grands cuisiniers comme vous quelque chose justement qui nous met un peu dans la nouveauté, dans la découverte, et du coup, probablement un peu dans l'inconfortable aussi. Alors l'inconfortable, il peut nous emmener à des choses très agréables en fin de compte, mais il y a des fois cette recherche aussi de l'impact, de la surprise, qui est, en tout cas, je l'ai compris un tout petit peu en revers de ce bien-être-là. Mais moi, chaque fois que je tombe dans un lieu cohérent, c'est une grande bonne surprise. Régis, vous vouliez répondre à cette question? Votre question est très intéressante et pertinente aussi, parce que c'est ce qui nous chatouille un peu tous les matins. Moi maintenant, je pense qu'on voit les choses avec un peu plus de philosophie peut-être, mais on est poussé par des médias aussi à faire nouveau, à faire waouh, etc. Je ne sais pas si tu partages. Et on peut tomber dans cette erreur quelquefois aussi, de ne pas être nous-mêmes, de faire des choses qui... ça les fait, on vient de le voir éventuellement sur les réseaux sociaux ou ailleurs. C'est un mélange de tout ça, je crois. Et la cohérence intervient là-dedans, parce que moi, je pense toujours au client qui a réservé depuis X mois. Il a besoin peut-être d'être surpris, c'est peut-être la première fois qu'il vient chez nous, ou il vient d'Asie, il vient d'Amérique, etc. Il a besoin... Mais la surprise, elle est simple finalement. C'est pas d'aller mettre un petit couvert qui va casser, ou là, l'effet que ça fait. Non, c'est simplement lui faire découvrir un champignon qu'il n'a jamais mangé dans sa vie. Ça suffira déjà. C'est là l'effet waouh. Ouais, on le voit à tous les niveaux. Hein, cette notion d'inconfort dont vous parlez aussi, il y a aussi il y a toute une approche de cette assiette où on peut aussi face à un plat qui va nous désarçonner et nous mettre dans une situation, en fait, du coup, on ne se sent pas forcément bien face à ce qu'on est en train de manger. Et dans ces cas-là, comment est-ce que vous gérez ça? Comment est-ce que vous appréciez? Non, mais je crois qu'il y a une mauvaise interprétation du mot cohérence, hein, parce que cohérence ne veut pas dire monotone. Hein. C'est... moi, au mur, j'ai des choses qui sont plutôt... c'est pas... On n'est pas dans la décoration, quoi. On est des œuvres qui marquent. Et puis, je vous garantis que les plats vous laissent heureusement des sensations. On n'est surtout pas dans la monotonie ou la platitude. Non, pour moi, la cohérence, ça peut être très justement d'avoir des choses bien différentes, quoi. Alors, je ne saisis pas tout à fait quand vous parlez d'inconfort. Moi, comme je le vois, c'est surtout à Saint-Bonnet, à Paris aussi, c'est pareil, mais peut-être un peu différent. Je ne sais pas. J'ai des clients qui
qui viennent chez nous, mais de différents milieux. Vous avez des gens qui ont comment dirais-je, économisé depuis pas mal de temps. On les repère, hein, Guy, généralement. Les gens qui viennent pour la première fois dans le style de restaurant, quel est notre réflexe? Moi, je sais que je le fais, je ne tire pas la chaise certaines fois. Parce que je sais que des personnes, le fait de leur tirer la chaise, déjà, c'est rare que je ne le fais pas, mais vous voyez, on est là, on est au service d'une clientèle. Oh non, oui, qu'elle soit heureuse, tout simplement, qu'elle passe un bon moment. Et c'est ce couple qui arrive et qui, c'est la première fois, on le voit dans leurs yeux presque. Je ne dis pas dans leurs vêtements parce qu'on n'est pas là pour stigmatiser les gens. On me dit, on va tout faire pour les mettre à l'aise. Et vous aurez des personnes, par contre, il faudra être nickel sur les détails de service, faire très attention au langage, etc. Il y a cette psychologie du service, parce qu'on parle de cuisine, mais c'est indéniablement lié avec le service. Je regarde Jean Robert, je me souviens du jour où, avec un lièvre à la Royale, et je lui ai servi un grand sauterne. Je me souviens, quand il a vu arriver la bouteille, je suis sûr que tu as dit « c'est pas pour notre table ». Et voilà, la cohérence, c'est aussi d'avoir osé avec un... Non, je n'avais pas fumé la moquette. C'est d'oser servir avec un lièvre à la Royale. C'était un Château-Rieux-Sec d'une 20 ou 25 ans d'âge. Voilà, c'est ça aussi la cohérence. Merci beaucoup pour ces questions, en tout cas, qui en ont soulevé bien d'autres. Est-ce qu'il y a une dernière question? Parce que je pense qu'on arrive à la fin. Je vous en prie. Merci beaucoup, madame. Alors, bonjour. C'est un grand, immense plaisir de vous écouter. Donc, j'avais une question. Ça relève il y a 2 jours. J'en ai profité parce que je ne suis pas du tout de Tours. Et du coup, j'en ai profité pour aller au château de Chambord. Donc, je me suis dit que je vais en profiter pour me faire une belle petite sortie pour déjeuner sur place. Et donc, à mon grand étonnement, en fait, ça n'a pas été à la hauteur de mes attentes. Donc, je pense que par moment, vous pouvez aussi rencontrer des personnes qui espèrent plus et qu'elles sont déçues. Donc, je me suis dit, comment réagir? Parce qu'à la sortie, généralement, on vous demande est-ce que vous avez passé un bon moment. Donc, je ne voulais pas froisser la personne, mais à la fois, je voulais quand même rester cohérente avec ce que j'avais vécu. Donc, je me suis dit, j'ai tourné plusieurs fois la question parce que je sais que à la sortie, c'est la fameuse question est-ce que ça vous plaît? Donc, durant mon repas, j'ai pas osé dire oui, écoutez, en fait, c'est pas à la hauteur de mes attentes. J'ai mangé, mais j'ai trouvé que là, il y avait vraiment une négligence du repas qui m'a été servi. Et donc, quelle est votre attitude que vous avez Merci. Excellente question. Revient, je ne dis pas l'humilité, mais je vais vous donner une anecdote que j'ai vécue pendant pas mal d'années. Et tu connais ce personnage. Ce monsieur s'appelait Maître Maniac. Ça te parle, Guy? Bon, voilà. Ouf. Et on l'a vécu, on ne va pas dire subi, avec ma femme pendant de nombreuses années. La première fois, d'ailleurs, on était tous les deux, on n'était pas nombreux. Il m'a réveillé derrière la réception parce qu'il était le dernier client et je commençais à m'assoupir. Et il me dit « On n'a plus de dents !» Pardon, monsieur. Et il me répète 2e fois « On n'a plus de dents !» Et en effet, je me cherchais et je lui avais servi un plat avec des petites mousses de haricots verts en plein été. Voilà. Bon, mais je crois que c'est souvent ce que je dis à mes enfants. Écoutez vos clients, écoutez les critiques, les conseils, les louanges, soit, mais tout n'est pas faux dans ce que les gens nous disent, quelquefois. Et ce monsieur Maniac m'a accompagné un peu toute notre vie professionnelle. Chaque année, il venait. Alors, c'était... Chaque fois, il y a un truc, mais il démontait chaque fois un truc.
parce qu'il était très dur, mais en même temps, c'était quand même un expert du produit. On est d'accord là-dessus. Oui, mais il aimait bien qu'on l'écoute, alors tu l'écoutais, il était content. Ouais, aussi. Et c'est vrai qu'il était dur, le pain, tout ça à chaque fois. Et pour finir l'anecdote, il m'a appelé quand j'ai eu 3 étoiles, un jour après, je crois, incompréhensible au téléphone. C'est quelqu'un qui me parle, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce qu'il me dit. Et en fait, son fils m'a appelé 1 ou 2 jours après en me disant, c'est papa qui voulait vous féliciter pour votre 3e étoile. Voilà, repartir. Voilà. Je le raconte parce que j'aime bien le raconter à mes collaborateurs. Je crois qu'à un moment ou à un autre, il faut savoir écouter, même si c'est dur. Hein. C'est vrai, des fois, il était... Quand Jean-Robert me donne un avis, je l'écoute avec... Jamais été comme ça. Sauf quand tu mets les fourchettes à l'anglaise. Non. Non, pas chez nous. Pas chez nous. Dans un bâtiment du 18e, je suis obligé de les mettre... Merci beaucoup à tous pour votre écoute, votre attention. Et je alors, je vais vous donner... Je ne sais pas c'est quoi la suite du programme. Attendez, je vais juste répondre à cette oui, bien sûr. Il y a aussi le bénéfice du doute, peut-être. Réessayer une seconde fois. Non, mais j'assure, essayer une seconde fois, peut-être que voilà, ça se passera mieux. Ça sert à rien. C'est tout ce que je peux tout ce que je peux vous conseiller. Merci.